La question: comment mobiliser le citoyen individuellement et collectivement autour d'actions non violentes afin de faire pression sur les pouvoirs politiques et médiatiques pour prendre les mesures économiques et écologiques qui s'imposent face aux crises économiques et écologiques? Alors, nos questions, on en a une petite liste et une plus importante qui rejoint. Comment réveiller les politiques? Où est l'urgence aujourd'hui? Comment faire ressortir la non-violence dans les actions menées? Une petite question sur Pierre Rabhi. Là. Comment faire progresser les actions pour un changement de société et pas contre? Sinon, au niveau d'une question un peu plus claire, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que la richesse, comment on l'évalue et avec quel indicateur. Et en fonction de tout ça, on a dégagé une question. Quels moyens pour organiser une résistance non violente, collective, populaire, en lien avec les autres luttes sociales? Alors la question ce serait, est-ce que vous pensez qu'il est préférable qu'on peut continuer à investir les instances existantes, ou alors est-ce qu'on prend le parti définitivement de les contourner? En ce qui concerne les médias, par exemple, est-ce qu'il est possible d'essayer d'obtenir des médias traditionnels, des médias institutionnels, de renvoyer les véritables enjeux de l'écologie? Ou alors, est-ce qu'on crée autre chose? Et puis pareil pour les institutions légales et politiques. Voilà. Et notre question, c'est comment donner confiance dans leur pouvoir d'agir au plus grand nombre de citoyens. Les citoyens autour d'actions non violentes pour faire pression sur les pouvoirs. Comment faire progresser les actions pour un changement de société et pas contre? Quels moyens développer pour développer une lutte non violente, une résistance non violente collective en lien avec d'autres luttes sociales populaires? Est-il préférable d'investir les instances existantes ou les contourner? Exemple, les médias, les institutions légales et politiques. Comment donner confiance dans leur pouvoir d'agir aux citoyens? Et puis la richesse. Qu'est-ce que la richesse? Comment on l'évalue? Quels indicateurs? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les porte-paroles, c'était des femmes. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que disons que je participe à beaucoup de débats et c'est les hommes qui ont la parole. Par exemple, toute l'introduction ce matin, c'est que des hommes. Pour tout. Et quand il y a des échanges, alors moi par exemple dans les échanges, quand je dis, après est-ce qu'on préfère un homme, une femme, un homme, une femme? Généralement ça marche très bien. Et si on ne le fait pas, 9 fois sur 10, c'est les hommes qui vont prendre la parole. Et donc je pense que ça, c'est une partie de la réponse. Je ne sais pas comment faire le lien, mais une partie de la réponse, c'est ça. C'est que la violence, enfin, on est très largement dans un monde d'hommes. Alors on va peut-être dire que c'est du sexisme ou du machisme, mais je pense quand même que les valeurs dominantes sont des valeurs de... Voilà, le guerrier, la virilité, la bataille, tout ça, et que les femmes envisagent collectivement, culturellement, je ne sais pas. Donc là, je marche sur des œufs, mais je pense qu'une clé de la réponse, c'est ça. Mais c'est très difficile. Par exemple, nous, sur Reporter, on fait une série 1 minute, une question. Donc j'essaie de faire, je ne l'affiche pas, mais un homme, une femme, un homme, une femme. Et c'est très dur, parce que spontanément, on trouve plus facilement des hommes qui portent les paroles. Et donc là, on a une clé. Et donc, comment spontanément vous avez fait, je ne pense pas que c'était concerté, mais comment ça s'est fait?
et ben, la part de la réponse, c'est ça. Comment, je dirais, comment donner confiance dans leur pouvoir d'agir aux citoyens? Après tout, comment donner confiance dans leur pouvoir d'agir aux citoyennes? Comment faire en sorte que... voilà. Alors après, c'est très délicat, parce que si je poursuis dans cette voie, je risque de rentrer dans quelque chose qui pourrait être mal interprété en termes de... les valeurs femmes féminines, c'est ça, les valeurs masculines, c'est ça, et en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais quelque part, malgré tout, il y a ça qui se joue. C'est-à-dire, comment est-ce que... bon. Alors après, il y a la réponse, qu'est-ce que la richesse, comment on évalue les indicateurs? Est-il préférable d'investir dans les instances existantes sur les contourner, les médias? C'est gentil de me tendre une perche. Après, vous posez, nous posons, hein, parce que je m'associe totalement à ces questions, et tout de suite, pour que les choses soient claires, je ne vais pas donner une réponse définitive, ça c'est sûr, convaincante, c'est fort probable, et totale, c'est certain. Donc, bon, on continue en fait ce travail de réflexion collective. Comment mobiliser les citoyens autour d'actions non violentes pour faire pression sur les pouvoirs? En fait, c'est comment mobiliser les citoyens tout court. Moi, je suis... qu'est-ce qu'on fait pour que... L'individualisme a créé l'inertie qui nous pose question. Voilà. Surtout que beaucoup de nos concitoyens, c'est quand même la télé. Quelqu'un a parlé des classes moyennes. Ah oui, il ne faut pas oublier... où est-ce que j'ai mis celle-là? Les classes moyennes. Qu'est-ce qu'il y a à lâcher au niveau des classes moyennes? Qu'est-ce qu'il y a à lâcher au niveau des classes moyennes? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Ah oui, nous, classes moyennes, c'est Bernadette de Belfort. Bon, donc, il y a l'inertie, comme vous le dites. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à regarder la télé 4h30 par jour en moyenne? Hein, c'est les statistiques, elles valent ce qu'elles valent, mais nos concitoyens regardent la télévision beaucoup. Oui, mais je dirais que la télévision, moi, tous les échos que j'ai sur la télévision, c'est que c'est... Enfin, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont la télévision, moi, je l'ai plus, donc je n'ai que des... Alors, tout ce que j'entends des gens qui ont la télé, c'est que ça se dégrade. Et moi, s'il m'arrive de tomber devant un poste de télé et de passer 2 heures devant la télé, je suis stupéfait du niveau que c'est. C'est des jeux, c'est du people, c'est l'information, et c'est beaucoup de publicité. Et donc, oui, en fait, je ne veux pas rentrer dans le débat, oui, Arte, ok, de 2%. Ben, bon, donc l'inertie, on n'est pas... comment on fait par rapport à ça? Et comment mobiliser les citoyens, sachant qu'il y a quand même eu des grands mouvements en France, notamment maintenant c'est un peu daté, mais tout ce qui s'est passé, le mouvement sur la réforme des retraites, contre la réforme des retraites en 2011, sauf erreur, 10, pardon, absolument, à l'automne 2010, avait été très impressionnant. Donc, dans toutes les villes de France, même Mende, moi je suis plutôt de la Lozère, à Mende, il y a eu 10 000 ou 5 000 manifestants, 2 ou 3 fois de suite. Mende, c'est 12 000 habitants. Et les Lozériens, c'est pas, comment dire, ils sont assez légitimistes, quoi. Bon. Et partout en France, dans toutes les villes, Rouen, Belfort, Paris, Marseille, il y a eu des manifestations. Et il y a eu un mouvement important. 5-6 fois. Non violent, enfin grosso modo, et le pouvoir n'a rien lâché, quoi. Et donc, une des raisons de ça, c'est que on a l'impression que le pouvoir est tellement fort qu'on ne peut rien faire. Après... Oui, mais nos grands-pères en 36, avec seulement leur vie, leur... Attends. Et nous, avec nos moyens technologiques, on a fait quoi? Attends. Donc, premier point, on a l'impression qu'il y a l'inertie et une certaine forme d'individualisme, même si quelqu'un a cité à très juste titre des associations dans la culture et le sport, il peut y avoir des collectifs qui se recréent, mais pas généralement sur des bases politiques. Donc on a beaucoup l'impression, et politique, toujours, hein, quand je dis politique, c'est comment on détermine notre destin commun et comment on peut espérer agir sur les grandes données macroéconomiques, la réforme des retraites, la monnaie, l'inégalité, etc. Et donc il y a en même temps finalement pas mal de gens qui s'investissent dans du local, dans de l'action qui est à leur portée. Les associations de parents d'élèves, l'association d'aide aux devoirs, le sport, les clubs de football, voilà.
Et ce qui est quand même difficile à gérer, parce qu'il y a toujours une logique de compétition. Les deux exemples que je donne, voilà, le sport, quand même, c'est devenu très compétitif d'entrée de jeu. Moi, mon fils a fait du vélo, et puis à 12-13 ans, on a commencé à paniquer, enfin pas paniquer, mais il a arrêté parce que les parents des cyclistes commençaient à les doper plus ou moins. Et nous, on disait non, et Raphaël, on ne voulait pas. L'éducation et les parents de l'association des parents d'élèves, il y a une telle angoisse dans l'école qu'on cherche l'école privée le prof, enfin, vous voyez, même s'il y a des comportements collectifs spontanés qui sont en fait très fréquents, très vivants, c'est toujours dans un cadre où les valeurs dominantes restent celles de soit ne faites rien, on ne peut rien changer, donc ok, vous êtes des millions à manifester contre les retraites, bah, vous n'aurez rien, ou soit de toute façon donc on a cette difficulté qui est une difficulté culturelle en fait. Et ça, je ne sais pas comment on fait pour transformer la culture. Continuons quand même sur ce qui se passe, c'est que on a parlé des colibris par exemple, de toutes les alternatives qui se font un peu partout. Quelqu'un a cité à très juste titre les selles, la décroissance, le covoiturage, les AMAP, l'agriculture bio, Enercop, enfin bon, il y a 1000 choses, et puis des bagarres sur les sans-papiers, sur les réseaux éducation sans frontières, voilà, bon, pour terre, nous on fait des alternatives. Au début, c'est les jeunes qui poussaient. Quand on a refait une première maquette, il faut faire des alternatives. Moi, je disais, oui, vous avez raison, mais est-ce qu'on en trouvera une par jour? Et en gros, oui, on en trouve une par jour. Pas toujours simple, mais grosso modo, il y a toujours quelque chose. Parce qu'il y a un mouvement de fond. Alors, je ne sais pas en pourcentage, démographiquement, ce que ça représente, mais en tout cas, dans nos univers de l'écologie, de la non-violence, de l'alternative, de la justice sociale, il y a quand même un mouvement très profond. Et qui, donc, je veux dire, le potentiel, il est là, la société, elle est là. Soit, donc, on l'a vu par les exemples du sport, de la culture, du mouvement associatif, etc. Il y a un désir quand même, parce qu'il est inné, le goût de la coopération, il est aussi inné, il fait autant partie des qualités humaines que celle de l'individualisme. Simplement, on a une culture qui privilégie l'individualisme et qui réprime la coopération. Mais le potentiel de coopération, il est là. Et de plus en plus, on a des dynamiques par toutes ces petites alternatives, pas petites ou pas petites, qui disent que... Vous voyez, j'emploie une longue périphrase pour chercher à arriver à voir si on peut trouver une solution. Plus des luttes quand même, et là, moi je dirais comment mobiliser, ben, c'est aussi en s'appuyant sur les points où on gagne. Parce que pourquoi on perd sur les retraites, donc on va plus se rebattre sur les retraites. On a l'impression que c'est foutu. On se mobilise, c'est ancien déjà, mais pour le traité, enfin à propos, on réfléchit sur le traité sur la Constitution européenne en 2005, on est 54% à voter non, on a bien réfléchi, on n'en veut pas, et ils le font quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines où on peut gagner? Et donc là, on gagne, donc il faut en fait s'appuyer sur les victoires. Donc moi je dirais comment mobiliser les citoyens et les citoyennes, ou les gens et les gens. Il y a un potentiel de coopération, de désir d'être ensemble qui est très fort, et qui ressurgit au fur et à mesure que la culture dominante de compétition et d'individualisme montre de plus en plus, devient de plus en plus décevant, parce que les promesses de l'abondance et de la société matérielle, elles commencent à... Alors les classes moyennes ne sentent pas encore tout à fait, encore que leurs enfants ils trouvent plus de boulot, ou après ils ont fait bac plus 5, etc., il est au chômage, ou on passe par le RSA, ou 3 stages qui s'enfilent les uns les autres. Et quant aux sociétés, aux classes non moyennes, c'est à 30 à 40% de classes, on va appeler ça, je sais pas moi, populaires, précaires, chômeurs, etc., eux ils savent déjà que l'écran plat et le téléphone smartphone, c'est pas pour eux. Parce que le smartphone c'est 400 € quand même, 395 €, sauf erreur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la société, les feux de la société capitaliste ou de consommation ou matérielle, ils brillent de moins en moins. Et que donc, on a, par exemple, s'il y a des alternatives qui se développent sur les jardins, c'est absolument fascinant ce qui se passe sur les jardins dans beaucoup d'endroits. Ok, c'est parce qu'on est content d'être ensemble, ah oui, on refait du lien, etc. Et c'est aussi, ah oui, ah mais attends, si je cultive, que je ramasse 50 kilos de patates, mais ça va me faire 5x repas. Et ça devient, on redécouvre, si vous voulez, et c'est très bien que l'utilité, que par la coopération, on redécouvre l'utilité, et réciproquement. Donc, si j'essaye de récapituler ce que je suis en train de dire, on a contre nous, contre ce comment mobiliser l'inertie
et la culture dominante qui reste quand même fondée sur des valeurs qui sont opposées à la mobilisation. On est dans, on va venir un mot sur les médias, quand même des médias qui nous prennent bien la tête très largement. On sent quand même un potentiel de désir collectif qui est toujours très puissant. On a un mouvement dans une partie, j'allais dire, la plus avancée de la population qui va de plus en plus dans des alternatives. On trouve des moyens de travailler, au moins localement, d'avancer, d'avoir des succès. Et on a des luttes, et surtout, me semble-t-il, dans la question écologique, où on gagne des batailles. Où on ne gagne pas les batailles, mais on se dit qu'on peut les gagner. Alors que si on s'attaque à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, au traité européen, à la finance, à la banque, c'est foutu, quoi. Ok. Quand Cantona dit arrêtez d'aller dans votre banque, ça a beaucoup de succès, et puis personne ne retire son argent, et la Société Générale et la BNP, elles sont toujours là. Et bon. Alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, sur les OGM, sur le gaz de schiste, sur l'agriculture, on sent qu'on peut gagner, quoi. On bouscule les lignes, on testait. Vous avez bousculé les lignes quand même, parce que le scénario de Testet, c'est une zone humide qui est en bataille dans le Tarn, qui est une bataille importante en ce moment. Bon, à Dessines, on perd. Mais juridiquement, on a quand même reculé un peu le truc. Enfin bon, on peut gagner des batailles. Et donc, je dirais, si tout ça entre ensemble, les clés, elles sont là. Et parce que moi, je dirais que le plus dur à surmonter, c'est le sentiment d'impuissance. C'est ce que vous appeliez l'inertie. C'est comment convaincre nos concitoyens, que ça vaut la peine. Bah oui, mais écoute, c'est toujours les mêmes. Regarde Hollande, c'est comme Sarkozy. On partage, c'est évident. On ne peut rien faire, regarde la BNP. Enfin, voilà. Comment on peut dire et transformer cette idée qui se répand, qu'on peut changer les choses localement. Ah oui, on fait un jardin partagé. Ah oui, on a monté une AMAP. Ah oui, on a un petit sel ou une monnaie complémentaire qui se met dans un coin. Ah oui, on fait du covoiturage et ça marche bien. En quelque chose de plus collectif et de plus politique. Et là, en fait, je ne sais pas bien. Sinon, je pense que c'est aussi moi, j'ai tendance à voir les choses d'une autre manière, à le renverser. À dire, je ne sais pas, mais la situation a évolué de manière telle, et finalement si rapidement, même si de semestre en semestre et dans notre vie quotidienne, on n'a pas l'impression que ça bouge si vite, mais en fait, sur 10 ans, vous faites en accéléré, ça bouge très vite. Si par exemple, je reprends cet exemple de l'inégalité, parce que je vous citais 2007. 2007, quand on lit le petit bouquin de Piketty à la découverte des inégalités en France ou dans le monde, je ne me rappelle plus, c'est tout nouveau et presque personne ne fait attention. Et on n'a pas pris conscience qu'il y a un mouvement d'inégalité très fort qui se développe. 10 ans après, même 7 ans après, c'est un best-seller absolu, et l'idée qu'il y a des inégalités, tout le monde le sait, c'est d'accord. Et le Figaro ose à peine dire que, non, ou les Échos, ou le Monde d'ailleurs, moi je suis dans le même paquet, et voilà, vous voyez, la question du climat, vous reprendriez, on est en 2014, vous reprendriez en 2004, le changement climatique, en 2004, ici, je pense que vous étiez au courant, mais est-ce que chacun d'entre vous, en 2004, vous auriez bien fait la distinction entre le changement climatique et la couche d'ozone? Honnêtement, entre nous. Moi, je sais que c'est mon job, c'est quand même normal que je sache ça depuis longtemps, mais vous voyez, les choses évoluent, les idées évoluent beaucoup. Et par ailleurs, et donc elles évoluent, non seulement les idées, mais la situation évolue beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, il y a non seulement l'inégalité, mais l'idée de la pauvreté qui se répand, et même maintenant, on a parlé de décroissance, c'est pas un terme que j'emploie, etc., on en discutera si vous voulez, mais en tout cas, le souci désespéré de Hollande et de tous ces gens-là de relancer la croissance, et même si jour après jour, à la radio, même à France Inter, le journaliste économique, la croissance, il le répète jour après jour comme ça allait résoudre les problèmes, et maintenant on sait bien que non, ça finit par percoler, en tout cas dans l'état d'esprit de gens qui ne sont pas dans la classe dominante, c'est non, la croissance, ça ne reviendra pas. Plus personne ne pense croire que 4% de croissance du PIB, ça va revenir et qu'on va résoudre le problème du chômage comme ça. Donc voilà, et puis, changement climatique, ça avance. Voilà, il a plu. C'est Jacques Muller, hier, tu me disais qu'en Alsace, autant de pluie en juillet, c'est quand même, t'as jamais vu ça, ou rarement vu ça dans le coin. Et partout, dans tous nos coins de France et d'autres pays, on a ça. Il y a une sécheresse énorme en ce moment au sud-ouest des États-Unis. Enfin bon, je vous passe.
Tout ça commence à arriver. Les tensions que je vous ai décrites commencent à arriver. Donc, c'est la réalité, si vous voulez. Quand je dis je retourne la question, c'est je dis, mais on n'est pas comment mobiliser dans une situation qui serait stable, c'est la situation évolue très vite, et dans le sens qu'on décrit. Et donc, est-ce qu'on a les outils? Comment dire? Si la situation évolue, elle change tous les rapports, non pas de force, mais les rapports d'évaluation de tout. Et donc, notre position relative qui est très faible en ce moment, pour faire simple, peut-être que si la situation évolue, le fait même d'avoir raison sur tel ou tel point, ça change la donne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais la situation bougeant, les gens qui tiennent un discours assez cohérent et qui ont une vision assez claire des choses, et qui disent, mais s'il y a des solutions, on peut faire comme ci, comme ci, comme ça, l'inertie de nos concitoyens, elle peut changer. Donc, si j'essaie de récapituler par rapport à cette question difficile, pour nous laisser le temps de répondre aux deux autres, l'enjeu, il est fondamentalement, entre autres, de manière très importante, culturelle. Les idées communes qu'on a, les valeurs communes qu'on a. Et donc, pour l'instant, à contrebattre l'individualisme et la compétition. Mais ces valeurs, elles perdent de leur force. Parce qu'elles ont pu séduire, mais maintenant, elles ne répondent plus aux questions des gens. Donc il y a un malaise qui est très fort. Et ce malaise, il est une part de la réponse. D'autre part, les valeurs collectives se redécouvrent, se revivent. Et dans un certain nombre de points, il y a des alternatives qui permettent de dire ça bouge. Et donc, je dirais, si on a une vision à peu près claire des choses, et qu'on le vit de manière cohérente, après, je ne sais pas. Mais je dirais après, c'est la valeur d'exemple, ou la contamination, ou voilà. Sachant qu'en face, et là, donc vous avez vu le type de réponse que je donne, mais sachant qu'en face, oui, en face, il y a aussi une mobilisation qui se fait. C'est-à-dire qu'au même moment où il y avait, pour prendre cet exemple, ma grande manifestation à Notre-Dame-des-Landes en novembre 2012, le même week-end, 40 000 personnes dans le bocage, qui n'est pas tout à fait simple à Notre-Dame-des-Landes, il y avait, si on comptait les manifestations à Lyon, à Paris et je ne sais pas où, le même jour, 100 000 personnes contre le mariage pour tous. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, quand je vous disais, il y a l'autre courant qui se développe, il y a aussi, alors le mariage pour tous, justement, c'est très ambigu. On ne peut pas assimiler ça tout à fait à l'extrême droite pour mille raisons. Mais, et on sent bien cette poussée de l'extrême droite, la capacité qu'elle a aussi d'entraîner. Et donc, je veux dire qu'on n'est pas seulement mobilisé, c'est qu'il faut s'appuyer sur le coût du collectif qui revient, sur la possibilité de montrer qu'il y a une façon de faire autrement, sur le fait qu'on peut gagner des batailles, et que ça c'est important, d'être dans une... comme au sport, si on gagne, ça donne de la pêche, quoi. Ça convainc, on convainc par la réussite. Et puis en face, il y a une bagarre très forte. Je crois que tu as animé l'autre jour un débat sur qu'est-ce qu'on répond au Front National. Et qu'est-ce qu'on répond surtout à nos concitoyens, à nos concitoyennes qui disent « Oh, bah, ce coup-ci, écoute, là, je ne vais pas voter, même tes écolos, là, Duflo, elle était au gouvernement avec Hollande, alors qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux que je vote pour elle? Et Mélenchon, on est bien d'avoir... » Enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire, c'est... allez, Front National, comme ça les fera chier. Et combien le font? C'est bien ça qui se passe. Donc, il y a cette dialectique aussi. Comment on mobilise et comment on convainc nos concitoyens de ne pas se mobiliser contre ceux qui savent très bien faire aussi. Et qui tu parlais d'Internet, les extrêmes droites et tout ça, ils sont très forts. Reporter, c'est très gentil, mais le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, c'est pas mal aussi. Bon. Non mais voilà, je donne des... Donc je réponds pas à la question, finalement. Mais je dis qu'il y a tous ces éléments mis ensemble. C'est pas vraiment le comment, c'est... Enfin voilà, j'ai un peu de mal, mais je pense que des idées sont passées, vous voyez où on peut aller. Je suis désolé de pas être totalement A plus B, derrière C, D... bon, voilà. L'enjeu, il est culturel, il est une sorte de psychologie sociale, la psychologie, le désintérêt, l'inertie, le sentiment qu'on ne peut plus rien faire.
et donc, à l'inverse, s'appuyer sur nos valeurs, la coopération, si on peut changer les choses, il y a des alternatives, et si finalement on peut dire quelque chose d'important, c'est on peut recréer l'espoir. Et ça, si vous prenez la question de la crise écologique, le paradoxe des écologistes, c'est que nous disons la situation est super grave. Si on prend, quelqu'un me demandait tout à l'heure, bon, vous avez parlé d'irréversibilité, mais est-ce que ça veut dire que l'humanité va disparaître? J'ai dit non, elle ne va pas disparaître. Mais si on a 5 degrés à la fin du siècle en 2100, ça va être le chaos, la violence, des sociétés déstructurées, mais l'espèce humaine, il y aura toujours des humains. Je veux dire, on a survécu au goulag, on a survécu au nazisme, on a survécu aux façons absolument incroyables que l'homme a de se tuer les uns les autres. Donc, en revanche, est-ce qu'on a envie de vivre dans ces sociétés-là? C'est ça l'enjeu. Quoi de plus, c'est vivre en paix. Mais si on est à bon. Et donc, on a le paradoxe de dire ça, nous les écolos, mais en même temps, si vous prenez bien la situation, je vais vous dire que cette situation de grande convergence que je vous ai présentée, de mondialisation, et du défi écologique lui-même, il nous dit quoi? Il nous dit que pour la première fois, la société humaine est unie. Elle est unie puisqu'elle est confrontée au même problème politique. Et le problème politique fondamental dans lequel nous sommes, c'est comment on évite d'aller vers la catastrophe écologique. Comment on enraye cette crise écologique pour éviter la disparition des espèces, l'irréversibilité, le changement climatique, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une humanité, une solidarité incroyable entre les Chinois, les Boliviens, les Français, les Canadiens, parce que si on ne résout pas ensemble le problème, on échouera. Et donc, en fait, c'est formidable. Ça veut dire que pour la première fois dans son histoire, la société humaine des Homo sapiens sapiens, ils sont confrontés au même problème. Mais ça, en fait, c'est porteur d'espoir. On a un groupe, on a un problème super grave qui nous arrive, et soit on s'engueule, on part dans tous les sens, et le problème, et on se tape les uns les autres en s'écrasant, et le problème nous tombe, on n'en sort pas, soit, oui, on est intelligent, on se groupe, et on trouve la réponse. Et ça, je dirais fondamentalement, c'est cet espoir qui est le moyen de nous animer, parce que si on est porteur de quelque chose de fort, on le transmet. Par rapport, et c'est pour ça que je réinsiste, il faut aussi penser à ceux qui sont en face, c'est qu'ils sont des vendeurs de désespoir. Que si vous votez Marine Le Pen ou les autres variantes d'extrême droite, vous n'avez pas l'espoir. On va en foutre plein la gueule à ces Hollande et à ces banquiers ou à ces... quant aux Arabes, voilà. Mais c'est pas nous ce qu'on peut porter ça. Et si on est animé par l'ensemble de ces valeurs, mais voilà, moi ma réponse, ça serait ça. Si on est vraiment animé par ces idées, par la conviction que nos idées sont justes, et non pas la croyance, la conviction, après avoir lu, après avoir discuté, après avoir échangé, etc., et ben ça se dégage. Et sachant qu'on est des collectifs quand même, de plus en plus forts. Et voilà, moi je conclurai sur ce bout de la question, un truc sur... Bon, je reviens à Notre-Dame-des-Landes après tout. Mais cette manifestation de novembre 2012, elle était incroyablement joyeuse. C'était une sorte de miracle. Ah oui, on peut être ensemble. Et je vais même vous dire un truc bizarre, c'est que moi j'avais trouvé que tout le monde était beau. Alors, ça paraît idiot, mais vous savez, on est tous comme on est, mais parfois on est plus beau dans la journée, et puis on est beau quand on vit une situation qui est belle, en fait. Et vous voyez ce que je veux dire? Et donc, s'il y a ça, eh ben... Et comme le monde des capitalistes et le monde de Madame Le Pen, qui est en fait le même, parce qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là, il n'est pas beau, il brillait, hein, mais il est de moins en moins beau, là, c'est peut-être là-dessus. Donc, bon, voilà, j'arrête sur ce point, parce qu'après je radoterai, vous avez compris l'idée. Ouais. Pendant que tu cherches, là, je perçois une convergence entre ce que disait Jean-François Bernardini sur la question de l'émergence de la conscience planétaire. Hein, là, il y a une convergence très nette. Une question? Juste une remarque, moi je pousserais tout le monde à voir le film No, qui est sur... N.O. Ouais. Qui est... Enfin, qui N.O. Ouais. C'est un film sur la manière dont le Chili s'est débarrassé de Pinochet. Une créativité positive autour joyeuse de la dictature qui était
Alors, je profite de cette interruption rapide. Claire, à un moment, tu as levé la main, tu voulais t'exprimer, donc profite de cette interruption pour le dire rapidement. C'était juste par rapport à l'inertie des gens qu'il y a toujours la tendance d'avoir envie de vider la tête et de regarder le plus possible sans se rendre compte de sa voter, parce que il y a une recherche d'un certain apaisement qui n'est pas dans la vie de tous les jours. Et avec le micro. Oui. Non, donc c'était la recherche du vide pour apaiser une certaine angoisse. C'était ça l'idée de... Vas-y. Il nous reste 10 minutes pour les 2 dernières questions, en particulier celle sur la richesse. Comment 10 minutes Est-il préférable d'investir les instances existantes ou les contourner Qu'est-ce que la richesse? C'est pas... Alors ça peut être ça. Ça renvoie aux valeurs là dont on parlait. C'est là le paradigme culturel, il doit changer. Implicitement, ce qu'on va dire, c'est que c'est pas l'accumulation des richesses matérielles. On est maintenant dans une société, il faut le dire aussi que cette crise écologique, même s'il y a des inégalités énormes entre le pays, on a un niveau de richesse matérielle, c'est-à-dire d'ensemble de produits transformés, manufacturés, mis à la disposition de l'ensemble des êtres humains, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc la richesse, elle est hyper mal distribuée, mais elle est immense, absolument immense. Donc je pense que la question attendait que je dise que la richesse est ailleurs que dans cette accumulation de biens matériels. Bon, après, comment on l'évalue? Écoutez, je vais aller plus vite parce qu'on manque de temps là. Donc, quels indicateurs? Abandonner l'indicateur du PIB, produit intérieur brut. Voilà. Il ne faut pas améliorer, il faut en rajouter un, non, on se débarrasse, il faut être clair, c'est pour ça que moi la décroissance, je ne suis même pas pour la croissance de décroissance, peu importe. Non, il faut abandonner le PIB, le produit intérieur brut, qui est un indicateur de comptabilité nationale mis au point dans les années 30 et après dans les années 50, et qui maintenant est faux, est une erreur collective grave, puisqu'elle ne mesure pas, il ne mesure pas l'impact sur l'environnement des activités humaines. Alors après, voilà, donc après, mais vous avez Jean Gadret, le groupe de Viveret, Dominique Méda, qui sont 1000 fois plus compétents que moi et qui en parleraient beaucoup mieux. Donc le travail intellectuel est fait. Après, il y a une autre direction de la question, qui est qu'est-ce que la richesse? La richesse matérielle, la richesse spirituelle. Est-ce qu'on peut réemployer le mot de spirituel? C'est un autre... Et là, il manque le temps, c'est un autre atelier, disons. Mais derrière ces enjeux culturels, il y a aussi de réintroduire la question de la spiritualité. J'espère que le mot ne vous fait pas peur, hein, mais par rapport à la question du matériel, et donc de l'option philosophique que représente, même si ça n'est jamais avancé, par le capitalisme et le matérialisme, et donc comment on peut retrouver des voies, et peut-être que ça, de ce point de vue-là, l'approche écologiste, qui est une approche... Je pense que c'est ce que dit Patrick Vivret, il faut créer des espaces où on se pose collectivement la question. Qu'est-ce que c'est pour nous la richesse? Et c'est extrêmement puissant. Pour démarrer un mouvement de prise de conscience, se rendre compte qu'on est complètement spolié de ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on veut compter, nous, alors, en tant que collectif? Et c'est un bon départ pour partir un groupe, se poser la question. Qu'est-ce que c'est la richesse pour vous? Et il y a plein de jeux avec des éprouvettes où on mesure la valeur de différentes choses. Et il y a une boîte à outils avec, si ça vous intéresse, je peux vous brancher sur ça. Pas de problème. Donc il y a un réseau écologie et non-violence qui acceptera ce réseau national. Voilà. Moi, je pense aussi, ça veut dire que c'est des questions dont on peut trouver les réponses collectivement. Et moi, c'est cette méthode, c'est presque la méthode qui m'intéresse, parce que vous voyez, je vais donner ma réponse sur la richesse, et puis je pars sur une voie, mais bon, voilà, là, il y a aussi des méthodes peut-être qu'aussi, pour répondre à la question, enfin, continuer la discussion sur l'idée précédente, comment est-ce qu'on redonne que la voix des citoyens, l'intelligence de chacun et chacune d'entre nous puisse trouver à s'exprimer, notamment par voilà, la discussion collective, voilà, les ateliers que vous avez faits, c'est aussi... Alors, je passe les détails, mais c'est... voilà. Et comme il reste très peu de temps, j'aimerais bien répondre, est-il préférable d'investir les instances existantes ou de les contourner? Moi, je pense que maintenant, il faut les contourner autant que possible. C'est-à-dire, je pense que l'idée d'agir de l'intérieur,
enfin bon, moi l'exemple des médias, je n'y crois plus, surtout dans l'époque de radicalisation de l'oligarchie ou des capitalistes ou de la classe dominante, qui, au moment où leur système devient de plus en plus fragile et perd de sa force, y compris intellectuelle et théorique, hein, il leur reste le pouvoir et il resserre de plus en plus le pouvoir. Donc dans le scénario de l'oligarchie autoritaire que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a le contrôle des médias qui est absolument essentiel. Qui fait qu'ils prennent le contrôle, enfin, la Libération. Si vous voulez, Le Figaro, les Échos, tout ça, on le sait, donc ça ne nous étonne plus. Mais Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur sont encore plus pervers, qui sont censés être de gauche, etc. Et en fait répandent les idées néolibérales et sont achetés par des capitalistes à cette lune. Enfin, si vous vous intéressez à Mathieu Pigasse, vous regardez ce qu'il pense du monde, enfin du monde de l'univers, du cosmos, c'est atterrant, quoi. Et lui, par exemple, il croit que la croissance, c'est ce qui va nous sauver. Et que Libération vient d'être rachetée par je ne sais plus quel équivalent de Xavier Niel, qui est encore plus néolibéral que Xavier Niel. Donc, et bon, moi je réponds sur les médias. Non, ça fait partie des alternatives de créer des lieux alternatifs et il faut les soutenir. Si Denis Crolotte vous met Politis, le numéro de Politis là, il y a un reporter, on pourrait citer Bastard, on pourrait citer L'Âge de Fer, Silence qui est là, absolument, non, ouais. Enfin, d'autres, ouais, qui heureusement qui se bagarrent, et ça, ou sur telle ou telle radio. Parce que le journaliste économique France Inter, moi le matin, ça me... Voilà, ou France Culture, je ne sais pas si vous écoutez France Culture avec... comment il s'appelle Oh là là, Marc Tronchet. Marc Voichet, et puis son... Brice Couturier. Et moi, je n'écoute plus France Culture, je vous l'avoue. Le journal est encore bien, mais je ne peux plus. Enfin, mais en revanche, il peut y avoir des émissions. Sauf que, vous voyez, il y a Mermet, elle est en train de sauter. Voilà. Bon, il y a une émission à 12h30 à France Culture qui est absolument remarquable de reportage. Il y a Philippe Bertrand sur France Inter. Bon, il y a des trucs. Donc ça, il faut les soutenir. Mais maintenant, c'est comme Silence, c'est comme Basta, c'est comme Reporter. On est des petits spots, des petits... Et donc, il y a des niches. Alors après, à nous, on en parlait hier avec Guillaume Gamblin de Silence, et on va, nous, de faire des connexions, oui, j'ai oublié de le dire, il faut que les alternatives elles fassent des connexions, des coopérations. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire on veut pour la coopération, etc., mais qu'on arrive à le vivre. Parce que chacun d'entre nous, Silence, Reporter, on est des puces, quoi. Même, vous voyez, Mermet, il saute dès qu'il y en a un qui arrive. Mais en revanche, si on arrive à créer à se soutenir, à se donner la main, des actions non violentes. C'est-à-dire si on est comme ça, 50 face à 50 flics, ben c'est ça la non-violence, c'est vous qui savez, on va dire. Ben le flic, il hésite. Mais si on est chacun comme ça, chacun dans notre coin, allez, hop, crois qu'on matraque, et non-violent ou pas non-violent, tu dégages, quoi. Donc, ceci dit, ayant dit ça, c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus abandonner le champ institutionnel. Moi, je vais donner l'exemple de ce qui m'avait beaucoup frappé, alors qui commence à dater, mais c'est justement au Chili. J'avais eu l'occasion la chance d'aller au Chili en 2011, et j'ai découvert là-bas que pendant toute l'année, il y avait un mouvement de protestation extrêmément puissant, qui au demeurant d'ailleurs était parti, enfin amorcé d'une certaine manière par une bagarre écologique contre les barrages en Patagonie, des projets de barrages hydroélectriques en Patagonie, et puis qui avait rebondi par un mouvement étudiant contre l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Sachant que là-bas, le Chili est déjà un pays ultra libéralisé, ils augmentaient encore les frais à l'université, et que c'était une lutte vraiment populaire, parce que tout le monde est, enfin je sais pas, il y a sociologiquement, tout le monde va à l'université parce que c'est le moyen de trouver un boulot. Si tu ne vas pas à l'université, tu n'as pas de boulot, donc c'était obligé. Et donc cette lutte étudiante était tout à fait très populaire. Il y avait des classes moyennes, même des classes vraiment ouvrières qui allaient, parce que moi il m'est arrivé de discuter avec une dame qui était femme de ménage et qui disait mais moi j'y vais parce que mon fils il a 25 ans et pour trouver du boulot il faut qu'il aille à l'université, mais on ne peut pas payer plus de... On se saigne déjà pour X chiffres, et là ils augmentent de 40% et on ne pourra plus. Et ce que je veux dire par là, des dizaines de manifestations généralement non violentes, pacifiques, parfois violentes, mais à la limite peu importe, mais vraiment un mouvement très puissant de toute la société et qui n'accrochait pas sur le plan institutionnel, parce que tout le système institutionnel était verrouillé depuis Pinochet, justement, et du compromis des sociodémocrates, Bachelet et compagnie au départ de... Je vous passe les détails, mais grosso modo, tout était verrouillé. Et donc, cette force du mouvement populaire n'arrivait pas à passer dans le champ législatif institutionnel. Et dans le rapport de force tel qu'il est,
l'institution, les pouvoirs politiques, l'Assemblée nationale, ils sont là, la Commission européenne, ils sont là. Donc, à la fois, moi je vous dis, mais je pense qu'il est préférable d'investir dans des instances, de contourner les instances existantes pour créer autant que possible d'autres instances. Moi, je prends le cas des médias, je connais le mieux. Mais sur la politique, je suis un peu gêné. Puisque je pense malgré tout qu'il faut qu'il y ait une articulation qui puisse peser dans les instances, le Sénat, même si j'ai pu l'air un petit peu déçu de son expérience de sénateur, j'ai bien compris. Mais voilà. Alors, après, comment on fait en revanche pour que ces partis, ces mouvements portent vraiment notre voix? Alors ça, c'est... voilà, pour prendre un exemple facile, est-ce que vraiment Jean-Vincent Placé est le meilleur placé, mieux placé pour porter les valeurs que nous avons évoquées aujourd'hui? Ça c'est facile, hein, ça c'est un peu de la démagogie, vous me pardonnez, mais après tout il est là. Mais donc ça c'est un point, on a un problème avec les partis politiques, et là j'ai pas la réponse. Moi je pense, j'ai peut-être tort, et mes amis anarchistes me diraient non, etc., ou d'autres d'ailleurs. Moi, je pense qu'on a besoin de ces partis politiques pour la raison que j'ai essayé de vous expliquer. Comment faire qu'ils entendent le voix d'en bas et qu'ils rentrent pas dans le jeu, je ne sais pas. Mais c'est un débat, hein, je ne dis pas que j'ai raison. Et je finis là-dessus, hein, excuse-moi Daniel. Et puis, comment aussi, de la même manière qu'il faut qu'on trouve des modalités de coopération entre les médias, pour prendre cet exemple, ça serait pareil, là on est journaliste, donc on pense à ça, mais bon... comment les mouvements politiques arrivent à trouver bosser ensemble, quoi. Pour faire simple, le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, La Roux, les frondeurs du PS, des décroissants, tous ces gens-là, ils arrivent à trouver des modalités de travail ensemble, parce que autrement, dans un pays comme la France, on voit l'alternative. Et ça, je ne sais pas. On peut le faire à notre modèle. Le passage, ça s'appelle Nouvelle Donne et pas La Roux. Absolument. Oui, absolument. Bravo, oui. Tout à fait.